Bonjour à tous, je suis Frédéric Petit, dirigeant d'Entrepreneur Social en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes sur notre 5e webinaire spécialisé sur le financement et le crédit. Quelques informations générales. Donc, depuis la mise en œuvre de ce webinaire au début du confinement, nous avons eu donc 1200 inscrits uniques sur ces webinaires, ce qui représente une moyenne de 350 participants par session. Je rappelle également que ce webinaire a été rendu possible sur proposition de la CPME Nouvelle-Aquitaine et 33 avec le soutien de toutes les organisations du territoire qui sont donc la Chambre de commerce Bordeaux-Gironde, la Chambre de métiers Bordeaux-Gironde, la Chambre d'agriculture de la Gironde, le MEDEF Nouvelle-Aquitaine et Gironde, la CPME Nouvelle-Aquitaine et Gironde, l'Union des entreprises de proximité, l'UMI, donc les cafés hôteliers restaurants, 33 et Nouvelle-Aquitaine, la CAPEB Nouvelle-Aquitaine, la FNTR Nouvelle-Aquitaine, l'Union nationale des entreprises adaptées, l'association INAE, Insertion par l'activité économique, la crèche, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, l'UDES, le mouvement des entrepreneurs sociaux, le CJD 33, ainsi que la Jeune Chambre économique Bordeaux et la Jeune Chambre économique de la Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes aujourd'hui sur le 32e jour de confinement. Nous avons indiqué sur les précédents webinaires des sondages sur lesquels nous vous invitons véritablement à répondre puisque ça nous permet de qualifier aussi les programmes qui sont mis en œuvre. Et si nous regardons le dernier sondage qui a été fait sur les difficultés qu'ont vos organisations aujourd'hui, on a une augmentation de 10 points par rapport à la première session sur les tensions de trésorerie, ce qui renforce pour nous l'objectif de faire ce webinaire sur le crédit et le financement. Et on va demander bien sûr beaucoup de pédagogie à nos intervenants pour expliquer les dispositifs, puisque nous avons un renforcement des difficultés de lisibilité aujourd'hui des différents programmes. Et c'est tout l'enjeu justement de ce webinaire pour que vous apportiez des réponses qui sont précises et claires. Je rappelle le principe du webinaire. Vous avez un onglet chat sur lequel donc, vous pouvez saluer des personnes que vous avez reconnues. Nous vous publions également des liens. Vous verrez sur le nom de Joséphine Mondin-Monval des liens qui sont les foires aux questions qui sont mises à jour régulièrement. Je précise bien que ce sont des liens, ce qui vous permet d'avoir les dernières informations, notamment sur la question de l'activité partielle, des activités notamment liées aux URSSAF. Vous avez ensuite un deuxième onglet qui concerne les questions. C'est dans cet onglet-là que vous posez vos questions et surtout pas dans le chat. Je classe les questions par vote, donc c'est la raison pour laquelle je vous invite à voter sur les questions pour lesquelles vous vous retrouvez. Le petit triangle à côté de la question permet justement de faire monter au premier niveau les questions qui sont les plus représentatives. Et ensuite, un onglet sondage. Donc, on va commencer à vous publier donc un sondage qui nous permet justement ensuite de qualifier les différentes interventions et les plannings que nous préparons. 3 nouvelles questions vont se rajouter. Je vous invite véritablement à répondre à ce sondage puisque nous aurons l'appartenance territoriale et la forme de vos organisations et le nombre de salariés pour justement affiner les intervenants. Alors, nous avons aujourd'hui donc comme intervenant donc Sophie Dupré, qui est la présidente du CPSTI, donc le Conseil de la protection sociale des entrepreneurs. Bonjour Madame Dupré. Nous avons également donc Nathalie Plénaz, donc qui est la médiateur du crédit en Gironde, alors qui devra nous quitter à 14h20. Donc on va essayer d'identifier les questions qui nécessitent une intervention donc du médiateur du crédit, en tout cas une prise de parole. Nous avons ensuite Jean-Yves Dupuis, président du comité des banques, Fédération bancaire française de la Nouvelle-Aquitaine, et nous avons Fabrice Voisin, secrétaire général du pôle développement économique et environnemental au Conseil régional. Les présentations étant faites, donc nous avons Monsieur Dupuis, je pense qu'il doit avoir un petit problème de connexion. C'est les difficultés qu'on peut avoir, mais qui va revenir assez rapidement sur la scène. Alors, je vais vous monter une question qui est d'ordre général et sur laquelle les uns et les autres vous pouvez intervenir. Bonjour, peut-on envisager une annulation des charges, cotisations, impôts, pure et simple, plutôt qu'un report qui aurait un impact désastreux pour les TPE en cours d'année? C'est celle qui a le plus de votes et c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui qui circule beaucoup dans nos entreprises. Bon. Celle-là, ça fait pour moi alors. Madame Dupré.
Alors, donc en fait, bonjour. Donc le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, c'est en fait l'organisation qui remplace l'ex-RSI, mais qui s'intéresse aux questions des indépendants pour leur protection sociale, en lien avec l'ACOS, l'URSSAF pour les cotisations, la Caisse primaire d'assurance maladie pour les indemnités journalières de maladie et les CARSAT pour les retraites. Alors, en ce qui concerne les cotisations et notre siège, là où nous nous réunissons dans l'ACOS. En fait, c'est l'ACOS et les URSSAF qui assurent la totalité en fait, de notre prestation de service pour nous, les gens de la CPME, du MEDEF, du CFL ou du DP, et aussi pour les cotisations et l'action sociale. Et donc, notre directeur du CPSTI, c'est le directeur du recouvrement des URSSAF. Donc, vous voyez, on est au cœur de la machine pour les cotisations. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce qui concerne, vous l'avez vu, les échéances pour les salariés, il suffit de mettre sa DSN à 0 et vous ne payez pas de charge. C'est un report uniquement. En ce qui concerne les travailleurs indépendants, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de payer des cotisations sur un revenu qu'on ne connaît pas et que l'URSSAF a estimé à celui de l'année d'avant. Donc, l'URSSAF a décidé de ne pas prélever les cotisations. On n'intervient pas, c'est l'URSSAF qui prélève au mois de fin mars, début avril. Et il va également faire la même chose au mois de mai. Ça, c'est un scoop, c'est encore pas écrit nulle part. Par contre, il n'appelle pas les cotisations et peut-être que vous n'allez pas en payer si vous n'avez pas de revenus. Le problème, c'est que vos revenus ne seront connus qu'à la fin de l'année et seront déclarés que l'année prochaine. Donc, vous pouvez vous-même, et je vous encourage, à indiquer que, par exemple, vous avez un petit revenu sur 2020. Comme ça vous permettra d'avoir un minimum de cotisations qui seront appelées cette année. Et ensuite, je pense que les annonces du gouvernement, l'histoire des centenaires, etc., de prise en charge de cotisations, viendra peut-être prendre en charge une partie de ces cotisations. Mais chez nous, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué dans le régime général. Donc, pour le moment, on sait qu'il y aura des annulations pour tous les secteurs, le secteur de la restauration et d'événementiel, pour les indépendants, puisque pour les salariés, à ce jour, ils ont le salaire, ils sont en chômage partiel. Donc, pour nous, ça va être un décalage d'annonce. Voilà. Très bien, merci. L'aide de 2 000 € du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine est corrélée à celle de 1 500 € du Fonds de solidarité. Pourquoi y avoir ajouté des critères complémentaires? Alors, les critères, d'abord, c'est pas la région qui les a fixés, puisqu'ils ont été fixés par l'État par décret. En fait, la région administre le volet 2 du dispositif, mais n'en a pas défini les règles. En fait, ce sont deux volets qui poursuivent un objet un petit peu différent, puisque le volet 1 a pour objet de compenser une perte de rémunération, et le volet 2 a pour objet de renforcer la trésorerie, ou en tout cas d'apporter effectivement, de compenser un déficit de trésorerie. Donc, les critères sont pas fondamentalement différents, puisque de toute façon, les deux dispositifs sont complémentaires et cumulatifs, puisqu'il faut pouvoir être éligible au volet 1 pour pouvoir demander le bénéfice du volet 2. Et puisqu'on parle du volet 2, j'en profite pour préciser qu'un décret est sorti hier pour modifier les critères et les élargir. Donc, les principales modifications portent sur l'accès aux entreprises en difficulté, sous réserve qu'elles ne soient pas placées en liquidation judiciaire. Donc ça, c'était un point important, puisqu'elles n'y avaient pas accès jusqu'à présent. Et les plafonds ont été remontés, puisque le volet 2, maintenant, peut aller jusqu'à 5 000 €. Il était plafonné à 2 000 € jusqu'à présent. Très bien, merci. Une réponse peut-être de votre part, Madame Planin, concernant le prêt de trésorerie. Ma banque me demande de prendre une assurance décès, donc PTIA. Est-ce obligatoire? Alors ça, c'est une question plus pour Monsieur Dupuis. Mais bon, une assurance décès, c'est vrai que c'est pratiquement, c'est toujours lié. Il y a toujours une assurance. Enfin, c'est quand même utile d'être assuré. Mais je pense qu'il faudrait confirmer par Monsieur Dupuis. Oui, alors donc il a des problèmes de connexion, il va remonter. Je vais la mettre de côté pour effectivement revenir vers lui. Quelle est la température actuellement, Madame? C'est pas un moyen long terme, un prêt de trésorerie. Oui, c'est moins classique un prêt de trésorerie, demander l'assurance décès. D'accord.
Quelle est la température actuellement, vous, côté médiateur du crédit, justement? Vous avez une augmentation significative des sollicitations? Oui, on a une montée cette semaine très forte, puisque le stock des demandes ont été traitées, pas tous, au niveau des banques pour le PGE. Et donc, du coup, les refus sont arrivés et ils ont pu, les chefs d'entreprise, nous saisir. Donc, pour partir d'exemple, cette semaine, sur notre département, la Gironde, on a enregistré 50 saisines, 50 demandes, et ça représente l'équivalent de l'année 2019. Donc, ça va, on pense que ça va faire que monter. On n'est pas sur un plateau. D'accord. Et quelles sont la nature des sollicitations que vous avez sur les difficultés? Alors, les difficultés, c'est le refus du prêt PGE ou partiellement accepté. La grande majorité des entreprises ont moins de 5 salariés. Et la moyenne des crédits était autour de 25 000 €, on va dire. Maintenant, cette semaine, on commence à avoir quelques dossiers beaucoup plus importants, et notamment dans la difficulté avec les assureurs crédits. Donc, s'il y a une décote, évidemment, ça impacte les délais de paiement. Il ne faut pas hésiter à nous saisir pour qu'on demande à l'assureur de crédit de revoir sa position, puisque c'est vraiment conjoncturel. D'accord. Alors justement, une autre question sur la banque. En cas de refus de ma banque, puis-je me tourner vers une autre banque? À condition que vous étiez en fait dans cette période-là pour obtenir le prêt garanti de l'État, et les banques ne doivent pas rentrer dans le commerce, rentrer à une nouvelle relation. Donc il faut vraiment se tourner vers son banquier qui vous connaît. D'accord, merci. Ah, on a retrouvé Madame Dupré. Justement, on avait une question pour vous. Donc, Madame Dupré, Madame la Présidente, nous vous remercions pour vos actions. Mais lors du CA, vous nous aviez défini et annoncé une aide de 2 500 €. Cette aide n'est que de 1 250 €. Pourquoi? Alors, donc, au niveau du CPST, en effet, on peut vous apporter de l'aide et de l'argent directement sur vos comptes bancaires. Pas d'emprunt, mais plutôt de l'argent. Donc ça, c'est quand même déjà la bonne nouvelle. Alors, la plus importante, c'est celle, en effet, de 1 250 € qui va vous être versée fin avril. Initialement, donc, pour résumer, pour vous rappeler, les travailleurs indépendants qui cotisaient à l'ex-RSI en 2018 ont touché une somme fin avril directement sans rien avoir à faire, qui correspond à 7% de leur revenu 2018. Voilà. La condition, c'est d'être toujours en activité en tant qu'indépendant au moment de la crise. En effet, le conseil d'administration avait demandé à ce que ce montant soit de 2 500 €, puisque ce sont des cotisations que nous avons encaissées qui sont en réserve, et donc on a quand même la main sur ces cotisations pour pouvoir les reverser. D'autant plus que les réserves qui ont été accumulées dans notre caisse de 17 milliards couvrent largement les pensions des retraités jusqu'à 60 ans après, 30 ans en retraite jusqu'à 122 ans. Donc, je pense qu'on avait de la main. Par contre, nous n'avons pas la main sur la côté exonération fiscale et sociale de cette aide. C'est des cotisations qui ont été versées sans charge sociale ni fiscale. Donc, si elles étaient reversées à l'indépendant et que l'État ensuite reprenait la fiscalité sur les charges sociales fiscales et sociales, en fait, il restait que 920 € à l'indépendant sur les 2 500 €. Donc, c'était un petit peu dommage de donner de l'argent à quelqu'un et de les reprendre de l'autre côté. De plus, le fait que l'on verse 2 500 € obligeait les STI à vendre 500 millions d'obligations, dont des obligations françaises, et le gouvernement avait peur d'un mauvais signal sur les marchés en faisant cette opération financière. Donc, on a trouvé un compromis avec le gouvernement, on ne touche pas aux obligations que l'on a, et en contrepartie, l'État a défiscalisé fiscalement et socialement la prime que l'on verse. Du coup, on verse net de toute charge 1 250, donc c'est bien ce qui restera au lieu des 920 au final, et on ne vend pas les obligations d'État dans nos réserves tout de suite pour financer la prime. Voilà. Merci. Alors, on a retrouvé Monsieur Dupuis, mais qui est au téléphone, en fait. Donc, si Monsieur Dupuis nous entend,
Est-ce que M. Dupuis nous entend? Monsieur Dupuis nous entend? Allô? Monsieur. Oui, moi je vous entends. Bon, très bien, Monsieur Dupuis. Merci. Donc, nous avions une question sur les assurances, sur les prêts. Donc, concernant le prêt de trésorerie, ma banque me demande de prendre une assurance décès PTIA. Est-ce obligatoire? Non, c'est pas obligatoire, ça c'est très clair. C'est simplement, je pense, de la part de la banque en question, un conseil plutôt sérieux, plutôt avisé, mais c'est pas une obligation, effectivement. D'accord. Merci. Nous avons entendu parler d'une aide jusqu'à 1 250 € pour payer certaines charges. Cette aide ne nécessiterait pas de demande et serait versée directement auprès de l'entreprise par l'URSSAF. Est-ce que, Mme Dupré, vous avez des informations autour de ça, justement, sur ce dispositif des URSSAF ou pas? Je crois que Mme Dupré a un problème numérique. On a des difficultés aujourd'hui. Bon, je vais la mettre à côté et on la reprendra tout à l'heure. Je me suis rapproché de ma banque pour le PGE. Par contre, contrairement à ce qu'a dit M. Dupuis, si l'on continue le prêt après de 1 an à 5 ans, il passe en moyen terme, donc le taux n'est pas connu à l'heure actuelle et ne sera pas proche de 0, comme l'affirme M. Dupuis. Ah, d'accord. Très bien. Je vais essayer de répondre alors. Tel que le PGE est calibré aujourd'hui, sur la première année, c'est s'agissant du taux, je reviendrai après sur l'assurance, c'est taux 0 la première année. Et ensuite, c'est pour les années suivantes, c'est marge 0. Donc ça dépend du coût de collecte de l'argent par les différentes banques en France. Donc ça peut ne pas être 0 cette partie-là, ça peut être 10, 20, 30 centimes peut-être, j'en sais rien, 0,10, 0,20, 0,30 peut-être. Mais globalement, aujourd'hui, le coût du refinancement des banques, il est proche de 0. Donc, effectivement, la personne qui a posé la question a parfaitement raison. On ne peut pas garantir que ça sera 0, ça sera probablement quelque chose un peu au-dessus de 0 pour la partie bancaire. Mais évidemment, les conditions de refinancement des banques à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, elles ne sont pas connues parce qu'on ne sait pas ce que cette crise va provoquer sur les taux. Voilà, simplement, les banques s'engagent à faire absolument 0 marge sur cette partie-là. Ce qui va être la partie la plus visible finalement du coût pour le chef d'entreprise, c'est le coût de la garantie de l'État. Par exemple, sur cette première année, si vous êtes une entreprise de moins de 50 millions de chiffre d'affaires, ce qui doit être le cas de la plupart des gens connectés au webinaire, le coût de la garantie de l'État, c'est 25 centimes, donc c'est 0,25%, donc qui va être facturé par la banque d'ailleurs que dans 1 an, alors que la banque paiera à l'État tout de suite les 0,25. Donc la banque, dans ce cas-là, n'est que collecteur de l'assurance et elle la reverse à l'État. Il y a pour le coup 0 mouvement, 0 marge, etc. Et à partir de, par exemple, si on passe en amortissable, l'année prochaine, ce coût de l'assurance de la garantie de l'État, ça sera 0,50%. Pareil pour l'année 3. Et ensuite, ça sera 1% pour les années 4 et 5. Mais c'est à chaque fois, la banque n'est que collecteur. Voilà. Et j'expliquais dans le dernier webinaire avec vous tous que, effectivement, si on fait une espèce de taux actualisé de ces coûts, ça fait quelque chose pour la seule garantie de l'État qui est pas loin de 2%, entre 1,6 et puis 1,8%. Et à cela, il faudra ajouter probablement le coût du loyer de l'argent pour la banque, donc quelques 0,2 peut-être %, quoi. Donc, mais ça veut dire que même si vous passez en amortissable sur 5 ans, au total, vous aurez eu un crédit qui sera autour des 2% et demi, 2,5% maximum, mais plutôt 2%. Voilà. D'accord, merci. Alors, une question qui va pouvoir se partager à plusieurs et qui vous permettra peut-être, Monsieur Voisin, de parler du fonds de prêt de solidarité de proximité. Bonjour, nous sommes un commerce. Nous avons fait une demande pour un prêt d'État pour nous aider, car magasin fermé. Notre demande a été rejetée car structure trop fragile avant le Covid.
Comment faire? Car plus aucune entrée, comme beaucoup de monde, hélas. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc un décret est sorti hier pour modifier les conditions d'accès au fonds de solidarité. Donc les entreprises qui étaient jugées en difficulté avant la crise avaient été écartées initialement du dispositif du fonds de solidarité. Elles viennent d'être réintégrées. Il faut simplement il ne fallait pas être en liquidation judiciaire, donc effectivement au moment du début de la crise. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de situations qui ont été écartées qui mériteraient d'être réexaminées. Donc, ce que vous invitez la personne à reprendre contact avec sa banque. On parlait du fonds de solidarité ou du PGE? On parle le prêt d'État, PGE. Ah, c'était le PGE, d'accord. Ouais, je vous répondais, pardon. Je vous répondais. Non, mais c'est très bien parce que vous avez précisé aussi des choses sur le fonds de solidarité, donc c'est très bien. Là, on était sur le PGE. Sur le PGE, ça évolue aussi, évidemment, grâce aux mêmes décrets, aux mêmes évolutions. C'est vrai qu'on écartait les entreprises qui étaient en liquidation avant et en procédure avant le 23 mars. En revanche, celles qui étaient en redressement, en plan de continuation, etc., à partir du 24 mars, étaient bien intégrées. Voilà, ça c'est peut-être en train d'évoluer. Moi, j'attends des nouveaux textes, peut-être cette semaine, peut-être aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine. Voilà. Et puis il y a un autre point qui va peut-être évoluer, c'est des entreprises qui n'étaient pas éligibles, c'était celles qui avaient des capitaux, des fonds propres devenus inférieurs à la moitié des capitaux ou même négatifs qui étaient écartés de fait et qui peut-être à partir de la semaine prochaine redeviendraient éligibles. Voilà, tout ça évolue un petit peu, c'est parti très vite, très fort et on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a des entreprises qui étaient écartées. Alors c'est vrai que le PGE, il n'est pas spécialement fait, il n'est pas centré sur les entreprises qui étaient déjà en difficulté avant le Covid. Mais petit à petit, on est en train de se rendre compte que finalement tout ça est très lié et on est en train de rembarquer bon nombre d'entreprises qui avaient été écartées. Donc le conseil, oui, reprendre contact avec le banquier. Et puis juste une petite précision parce que la question était posée d'une certaine façon. Juste, c'est pas un prêt d'État, c'est un prêt décidé globalement par l'État, mais octroyé par les banques sur leurs fonds propres. C'est important de bien dire ça. C'est pas quand une banque dit non. Elle vous interdit pas un accès à un droit d'État, elle dit non à un crédit, quoi. Voilà, c'est une différence qui peut paraître subtile, mais qui n'est pas tant que ça, quoi. D'accord. Merci. Alors, Madame Planas, concrètement, vous, quand il y a une difficulté de ce type, donc problème avec sa banque parce que refus, comment est-ce que le médiateur du crédit intervient? Donc, il intervient, il refait le point sur l'ensemble, il refait le point avec le chef d'entreprise sur sa capacité à rebondir, à prouver au banquier finalement que ce peut permettre à l'entreprise, quand tout va redémarrer, de repartir, puisqu'en fait, il nous arrive des dossiers, il y en a très peu qui sont... Très peu de banquiers, enfin un pourcentage, le nombre de prêts garantis avec l'État étant majoritairement accordés, donc il nous arrive que les entreprises plutôt en difficulté ou qui avaient des signes de difficulté avant Covid-19. Donc on essaye de trouver une solution qui peut être par exemple de moratoire, ne pas décaler des échéances. On revient sur de quel montant on pourrait aider l'entreprise. Si le prêt garanti de l'État n'a pas pu être accordé, rien n'interdit à l'établissement bancaire d'accorder un prêt classique. Voilà. Et ça, c'est pas exclu. Comment est-ce qu'on fait pour vous joindre? Vous avez une adresse mail, un numéro de téléphone? C'est médiation.crédit. Donc, on va le marquer dans le chat. Donc, médiation.crédit. 33, c'est le numéro de département, @banque-france.fr. D'accord. Le 33, c'est le numéro de département. Donc, si y a des chefs d'entreprise qui sont dans les Landes ou dans d'autres départements, il suffit de transformer ce chiffre par le bon département. D'accord. Donc, si vous hésitez à nous saisir, c'est gratuit et ça ne fait que remonter les difficultés de terrain
Et on voit qu'au jour le jour, le législateur est en train d'instruire des évolutions. Ça fait partie des remontées que les chefs d'entreprise ont fait au niveau national par tous les tuyaux, on va dire. Nous, on en fait partie. On fait remonter au jour le jour le nombre de dossiers et les encours et surtout combien de personnes ça concerne. D'accord, merci. Alors justement sur la question du commerce, Monsieur Voisin, le fonds de prêt et de solidarité de proximité sera ouvert quand? Vous parlez de, donc on n'est plus sur le fonds de solidarité nationale. Hein. Non, on est sur le fonds d'urgence sur le plan d'urgence de l'État, donc sur le dispositif fonds de prêt, de solidarité et de proximité. De la région, vous parlez. De la région, bien sûr. De la région. De la région. Alors, les demandes peuvent être déposées sur le portail entreprise de la région depuis hier. Ça a été ouvert, le fonds d'aide aux associations et le fonds d'aide aux entreprises. Donc, les demandes peuvent être déposées à l'adresse entreprise.nouvelle-aquitaine.fr. D'accord. Voilà. Répétez-le une deuxième fois, comme ça les gens vont bien le… entreprise.nouvelle-aquitaine.fr. Voilà, donc les demandes peuvent désormais être déposées. Je précise que donc, les aides de la région ont pour vocation à couvrir des besoins qui ne seraient pas couverts par les dispositifs nationaux. Donc on vient en complément de l'État si effectivement les dispositifs d'État ne peuvent pas s'appliquer. On a également autorisé les agglomérations, les communautés de communes, et beaucoup ont envie d'intervenir à, de la même manière, intervenir en complément de ce que fait la région, notamment sur les plus petites entreprises. Parce qu'elles ont cette proximité et cette volonté d'intervenir sur cette cible qui fait la vitalité de leur territoire et des centres-villes et centres-bourgs. Donc beaucoup d'agglomérations, de communautés de communes sont en train de mettre en place des dispositifs qui vont également compléter sur cette cible de petites entreprises le fonds d'aide de la région. Et avec la Banque des Territoires, il me semble que j'en avais parlé mardi dernier, nous sommes en train de créer un fonds de prêt, pareil, qui interviendra sur les petites entreprises qui n'auraient pas trouvé de solution auprès du PGE. Un fonds de prêt donc, qui va être géré par le réseau des plateformes d'initiatives locales qui sont implantées dans tous les départements. Et donc, c'est un fonds de 24 millions qui est doté à parité par la région et par la Banque des Territoires et qui fera des prêts sans garantie et sans intérêt qui seront compris entre 5 et 15 000 euros. Pareil sur une cible de TPE de moins de 10 ou des petites associations. C'est ce qui s'appelait pré-rebond, au niveau national. Alors, le pré-rebond, c'est un dispositif BPI, en fait. La région, la région a fait le choix de pas le mettre en place parce que, bon, voilà, ça a été notre choix d'approcher la question différemment. Non, c'est pas le pré-rebond, c'est vraiment quelque chose de différent qui est mis en place par un réseau de proximité dont c'est le métier, puisque les plateformes d'initiative locales, on en est partenaire depuis une vingtaine d'années. Elles mettent en place des prêts d'honneur principalement sur les phases de création et de reprise. Et donc là, elles nous ont proposé d'administrer ce dispositif donc pour cette gestion de crise et ces problèmes de trésorerie de court terme. Très bien, merci. J'invite les internautes à aller dans l'onglet sondage pour suivre les questions qui vous sont posées. J'insiste que vous preniez 2 secondes pour y remplir parce que ça nous permet véritablement d'adapter aussi les thématiques. Alors, gérant d'une SARL en statut TNS, peut-il demander donc une aide pour sa propre rétribution lorsque ses salariés sont en chômage partiel? Alors, pour le chômage, pour la prime de solidarité, bien sûr, s'il fait moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, il peut y avoir droit. Et est-ce que vous voulez que je vous donne les autres aides que peuvent prétendre les indépendants? Oui, allez-y, on profite, Madame Dupré, allez-y. Alors, on y va. Alors, les indépendants, c'est qui? Alors, ce sont les gérants de SARL quand ils sont majoritaires dans leur capital. Ce sont les entreprises individuelles, ce sont les micro-entrepreneurs. Il y en a 2 sortes des micro-entrepreneurs. Il y a ceux qui cotisent à la CIPAV et ceux qui cotisent à la Sécurité sociale des indépendants. D'un côté, les professions libérales et de l'autre côté, commerçants et artisans et professions libérales, micro-entrepreneurs créés récemment. Donc déjà, c'est pas simple. Donc, les indépendants, la première chose que vous devez faire, c'est à partir de la date du 15 mars, vous devez bénéficier de 50% de vos revenus
si vous remplissez une des 3 conditions suivantes. Ceux qui ont des enfants de moins de 16 ans, ils peuvent avoir des indemnités journalières à partir du 15 mars versées par la Sécurité sociale amélie.fr. Je vous donnerai les coordonnées après. Si vous avez une maladie listée par la Sécurité sociale comme étant une maladie qui pourrait entraîner sur votre santé, le Covid-19 apporterait des éléments dangereux pour votre santé. Par exemple, si vous êtes asthmatique, problème cardiaque, antécédents, écoutez, je ne vais pas vous lire toutes les catastrophes, mais il y a également les femmes enceintes qui sont dans la liste. Il n'y a pas que des choses graves. Voilà. À ce moment-là, il suffit de le déclarer. C'est une déclaration sur l'honneur, également sur amélie.fr. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'arrêt de travail. Et vous percevez 50% de votre revenu les 12 derniers mois. Troisième motif, si votre conjoint, proche dans votre entourage, a une maladie que je viens de lister, votre femme est enceinte, hop, vous avez des indemnités journalières également. Là, il vous faudra que quelqu'un dans votre entourage s'il a atteint du Covid, il a un risque pour sa santé. Donc, amélie.fr, vous avez les 3 motifs indiqués. Et là, tous les indépendants y ont droit, même les professions libérales. Vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression que ça marche. Oui, on vous entend, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah. Là, on ne vous entend plus. Bon, je vais passer à une autre question, le temps de retrouver Madame Dupré. Monsieur Voisin, aide de la région. Donc... Ah, on a retrouvé Madame Dupré ou pas? Bon, on va retrouver Madame Dupré. C'est les inconvénients du numérique. Aide de la région, donc fonds de soutien d'urgence, les conditions d'accès sont besoins de trésorerie non pris en charge par d'autres dispositifs publics, dont report de charges sociales. La plupart des entreprises bénéficiant de report de charges sociales, elles ne sont donc pas éligibles. Alors, en fait, si il faut que l'entreprise ait épuisé, comme je le disais tout à l'heure, toutes les possibilités qui sont ouvertes au national. Si après avoir épuisé toutes ces possibilités, donc y compris le recours au chômage partiel, le report de charges fiscales et sociales, il reste effectivement un besoin de trésorerie, on peut le prendre en charge. Mais il faut au préalable avoir fait les démarches. Encore une fois, l'esprit du dispositif régional, c'est vraiment la complémentarité avec le dispositif national. Donc c'est en fait pouvoir apporter une réponse à ceux qui n'ont pas réussi à trouver de réponse par les dispositifs nationaux. Donc si encore une fois l'entreprise a actionné tous ces leviers nationaux, et si malgré tout il reste encore un besoin de trésorerie à financer, on peut regarder le dossier, bien sûr. Tout est dématérialisé sur le site de la région? Tout est dématérialisé, tout est simplifié en termes de process. On a développé toute une machinerie complètement différente de nos pratiques habituelles pour aller au plus vite, avec effectivement des critères qui sont simplifiés, une instruction qui est simplifiée, un mode de décision ultra rapide, puisque les ordonnances prises par le gouvernement permettent au président de région de décider sans passer par la commission permanente pour des aides inférieures à 200 000 euros. Donc, ça va se décider quasiment au fil de l'eau, et même dans le circuit de paiement, on va procéder de manière ultra simplifiée. Donc, ça va aller beaucoup plus vite que ça ne peut l'être dans les canaux habituels. Quel sera le temps d'instruction moyen à peu près? Est-ce que vous vous êtes donné des objectifs ou sans s'engager, bien sûr, Monsieur Voisin, mais ça va dépendre beaucoup des volumes. Ça va dépendre beaucoup des volumes. On évoquait juste avant le début du webinaire de notre centre d'appel, notre numéro vert, qui effectivement aujourd'hui est confronté à un certain engorgement parce que pas forcément structuré pour faire face à de tels volumes. Voilà, pour l'instant, on a ouvert le service de dépôt de demande hier, donc on ne sait pas exactement quels vont être les volumes. Mais bon, on renforcera les équipes de toute façon si c'est nécessaire. Merci. Alors, on a retrouvé Mme Dupré. Oui. Donc, nous en étions. Non, c'est le problème du numérique des fois. Donc, nous en étions. Donc, poursuivez alors justement sur la suite des aides. Vous avez les 3 Amélie, ça c'est calé. Ça vous avez entendu, donc. Oui. Bon. Alors, donc on a vu pas de charge en avril et en mai, report des charges. En 2, amélie.fr pour avoir des indemnités journalières selon situation personnelle. En 3, vous avez
une possibilité pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir recours au fonds de solidarité de la région sur DGFIP. Le CPST a créé une mesure d'urgence ouverte à tous les indépendants qui n'ont pas le droit. Donc, tous ceux qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, enfin, qui sont dans la liste. À ce moment-là, il faut aller sur sécu-indépendant.fr et là, vous remplissez un formulaire, un format A4 très simple. Vous l'envoyez à l'adresse mail en Aquitaine et là, vous bénéficiez rapidement d'une aide du CPSTI. Ensuite, vous avez le temps long, c'est-à-dire que le CPSTI, c'est on aide depuis toujours aux indépendants qui ont des difficultés de leur entreprise momentanées, problèmes de santé divers et autres. On se réunit tous les mois en Aquitaine. Il y a à peu près 100 dossiers à chaque fois. Et là, on alloue des aides à ces personnes-là. Alors évidemment, tout le monde est en difficulté tout de suite. Donc, ça va être très difficile. On va être encombré de documents à traiter. Donc, je ne voudrais pas vous créer trop d'espoir parce que le temps qu'on instruise les dossiers, on ne sait pas comment on va faire. Sincèrement, voilà. L'aide d'urgence, elle est en place. On l'a fixée à 500-600 € pour aller vite à chaque demande de gens qui n'ont pas le fonds de solidarité. Mais c'est vrai que on va, dans un second temps, on aura plus de facilité pour aider les indépendants. Merci. Alors, je vais remettre Monsieur Dupuis en action. Monsieur Dupuis, vous nous entendez? Moi, je vous entends très bien. Bon, alors je vais vous lire une question. Moi-même, mais je suis... D'accord. Alors, concernant donc le PGE, certaines banques ne jouent pas le jeu. Le journal La Tribune pointe notamment du doigt les agences locales du Crédit Mutuel qui déboutent toute demande de TPE sous l'excuse « Vous n'êtes pas en capacité de rembourser un prêt ». Comment s'explique cette attitude autocratique? Bon, c'est une dénonciation qui ne vaut que ce qu'elle vaut, hein, bien sûr. Le Crédit Mutuel joue parfaitement le jeu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur le net une belle communication de son directeur général qui montre qu'ils sont vraiment complètement dans le match. Et je précise à tous ceux qui nous écoutent que je ne fais pas partie du Crédit Mutuel. Vraiment, il n'y a pas de... Enfin, tout le monde, tous les banquiers ont compris qu'ils sont à la fois pris dans cette crise et donc banquiers citoyens. Et puis, je vous le disais aussi, avec quand même une ardente obligation de se poser la question avec le chef d'entreprise sur la capacité, un jour ou l'autre, de rembourser. Que le PGE il soit sur 12 mois ou qu'il soit ensuite étalé sur 4 ou 5 ans, c'est pas une aide, c'est pas un don, c'est un crédit, et un crédit, ça se rembourse. Voilà. Donc, il faut pas qu'un chef d'entreprise s'offusque parce que son banquier, quel qu'il soit, demande juste à poser un petit peu le sujet et à voir si oui ou non il y aura une capacité à rembourser. Alors, effectivement, il faut pas faire des plans de trésorerie sur X années. Un plan de trésorerie, même à 1 an aujourd'hui, ça veut plus rien dire quand son marché s'est effondré ou qu'on a mal fou à se réapprovisionner. Mais ça me paraît juste une question normale. Après, il faut pas en faire une attitude autocratique ou autoritaire, je ne sais plus quel était le terme, mais voilà. Mais à l'inverse, il ne faut pas s'offusquer du fait qu'il y ait juste un questionnement sur la capacité à rembourser un jour. Ça fait partie des conseils que vous donneriez à vos enfants s'ils devaient emprunter. C'est faites attention, regarde, voilà. Je dis vos enfants, mais ça peut être vos partenaires, etc. Voilà. Donc je peux vous assurer que le Crédit Mutuel ne fait pas d'obstruction. Au contraire, il s'enorgueillise d'avoir une grande part de marché dans les PGE qui ont déjà été décernés. Alors, tant que sur la question des prêts, justement, une question sur les reports de prêts. Donc, ce n'est pas gratuit car les prêts sont recalculés. Donc, cela coûte, exemple, report d'une annuité de 2 000 €, le coût supplémentaire de crédit, 1 600 €. Est-ce que vous pouvez confirmer que les prêts sont repoussés, l'échéance du prêt final est repoussée sans calcul d'intérêt intermédiaire, ou est-ce que justement les banques mettent des intérêts intermédiaires? Alors, c'est une bonne question parce qu'il y a malheureusement une certaine cacophonie entre les banques sur ce sujet de report de 6 échéances des prêts professionnels. Certaines banques ont choisi de repousser vers la fin du crédit de trésorerie à la fois le capital et les intérêts
en général en gardant surtout l'assurance. Et puis d'autres banques ont choisi de simplement repousser le capital et de continuer à prélever les intérêts. Voilà. L'engagement des banques et la façon dont le gouvernement a conçu ce dispositif, c'est effectivement un report. C'est pas une annulation ni du crédit ni des intérêts. Donc effectivement, certains d'entre vous, certains chefs d'entreprise peuvent être déçus parce que ils se disent bon sang, je viens d'épargner 6 mensualités, mais c'est vrai que si le crédit de trésorerie il est un peu plus long, il va générer un peu plus d'intérêts. C'est très clair. Donc c'est limpide quand la banque finalement ne décale que le capital parce que les intérêts continuent à être perçus comme auparavant, mais ça existe aussi quand vous passez à des mensualités zéro, parce que de toutes les façons, le crédit est bien en cours, vous êtes toujours engagé vis-à-vis de la banque, et donc il y aura un calcul un calcul d'intérêt tout à fait normal, au même taux et sans aucun frais. C'est là l'engagement, au même taux et sans aucun frais. Mais en revanche, si le crédit est toujours en cours, ça paraît normal qu'il génère toujours des intérêts. D'accord, merci. Madame Dupré, vous nous entendez bien? Tout à fait. Alors, j'ai deux questions que je vais enchaîner pour vous, pour ensuite avoir des précisions de la part de Monsieur Voisin pour l'aide d'urgence. Alors, elle est ici. Attendez, je la cherche parce que c'était sur l'exonération de charges. Mince. Il y a dû avoir beaucoup de votes, donc elle est remontée là-haut. Bon, c'est pas grave. Je vais monter une autre question. Voilà. Donc, concernant donc l'aide, le CPSTI, donc à quelle date sera versée l'aide du CPSTI et sur le compte de la société ou celui du gérant? Alors, l'aide sera, l'objectif de l'URSSAF, c'est de verser à 1,4 million de personnes l'aide le 27 avril. Bon, ça s'est jamais fait un envoi en masse comme ça va partir de Paris. On croise tous les doigts, on peut se laisser quelques jours de main. Monsieur parlait de la flexibilité de l'État. Une nouvelle fois, on va faire ce versement sans que de décret nous y autorisons. On va utiliser une lettre de couverture. Voilà, et nos services de l'URSSAF prendront ce petit risque de faire ce versement sans encadrement législatif. Donc, bravo à eux. Donc, ils vont recevoir ça fin avril. Voilà. Et c'était. Pardon? La date, voilà. Et vous voulez savoir quoi d'autre, mis à part la date? Et sur le compte de la société ou celui du gérant? Donc. Le compte sur lequel vous versez vos cotisations. Mais, par exemple, vous pouvez le changer en ligne sur le compte Sécurité Indépendant. Vous allez dans votre onglet de cotisant, vous mettez le RIB, vous pouvez mettre un nouveau RIB si vous voulez. Quoi qu'il en soit, si l'argent est versé sur l'entreprise ou sur votre compte personnel, l'affectation comptable sera la même, c'est votre argent. C'est du compte courant quand ça arrive sur la société. C'est comme si c'était votre maman qui vous avait fait un virement, on va dire, et qu'elle soit trompée de RIB. Voilà, ça marche comme ça. Et si sur le compte perso, c'est pareil. Jamais vous le déclarerez, ni aux impôts, nulle part. C'est pour vous, pour le frigo. Vous m'expliquiez tout à l'heure, Madame Dupré, les problématiques liées au RIB, justement, entre la raison sociale et l'indépendant, son RIB personnel. Alors là, c'est l'aide de la DGFiP. On ne s'en sort plus dans toutes ces aides. Alors, sur l'aide du Fonds de solidarité de la DGFiP, qui est accessible via votre impôt sur le revenu personnel dans l'onglet messages, etc. Tout le monde a trouvé peut-être. Beaucoup de micro-entrepreneurs ont des difficultés puisque la DGFiP vérifie que le relevé d'identité bancaire qu'on renseigne pour toucher plus de 500 € est égal à la dénomination de l'entreprise. Or, pour les micro-entrepreneurs, il n'y a pas d'obligation d'ouvrir un compte entreprise. Ils peuvent utiliser leur compte personnel et la DGFiP ne verse pas les 1 500 € au motif où le RIB ne correspond pas au nom de la société. Donc, pour le moment, on ne peut rien faire qu'attendre. Voilà, comme sur d'autres sujets. Bon, les dispositifs sont là, mais il faut le temps que tout le monde se mette en marche. Merci. Alors, une personne qui doit vous connaître, puisqu'en écoutant Sophie, nous apprenons que l'exonération de charges sociales et patronales concernant le secteur hôtelier, restauration et événements ne concernerait que les indépendants. Mais nos salariés, nous n'aurons jamais d'exonération de nos charges sociales? Alors, aujourd'hui, les restaurateurs dont les salariés sont pris en charge par le chômage partiel ne payent pas de charges à l'URSSAF. Enfin, ils en payent partiel. Donc, en définitive, il reste à charge un petit peu de CSG.
Voilà. Les restaurateurs attendent plus, bien sûr. Donc, ils attendent probablement qu'au moment de la reprise, le jour où ils seront plus en chômage partiel, il y a des allègements. Ça, c'est fait au réel, si vous voulez, pour les salariés des restaurateurs. Le gouvernement a dit qu'il y aurait une partie de charge sociale de prise en charge. Moi, en tant que présidente des indépendants, puisque je considère que les salariés, il n'y a pas de charges qui sont payées dessus, je considère que ça va être pour les patrons, pour les indépendants eux-mêmes qui payent 47% de charges sur leurs propres revenus. Donc, j'espère, et on a vérifié au niveau de l'URSSAF, nous, on est capable de déterminer qui sont les indépendants des secteurs touchés, les plus touchés, parce que c'est moins de touchés en fait, et qui pourraient bénéficier d'une exo de charge. Alors après, c'est compliqué. Soit on exonère totalement, sur quel revenu l'indépendant qui finalement peut se débrouiller pour verser un gros revenu parce qu'il n'y a pas de charge, celui par rapport à l'année d'avant, bon, tout reste à écrire en fait. Merci. Alors, une autre personne qui doit aussi connaître Fabrice Voisin. Bonjour Fabrice, je suis sur le site entreprise.nouvelle-aquitaine.fr et je ne trouve pas le lien pour déposer mon dossier d'aide. Pouvez-vous préciser l'adresse web? C'est celle que j'ai indiquée tout à l'heure. Hein. Donc, entreprise au pluriel, oui, nouvelle-aquitaine.fr. J'ai été vérifié hier soir qu'effectivement les liens étaient bien en place, c'était le cas. Donc, normalement, alors, il faut descendre un petit peu dans le menu, hein, ça n'apparaît pas forcément sur la première page, mais vous avez bien les onglets. Hein. Bon, on regardera et on republiera si nécessaire un détail. Alors, indépendant également, pas d'éligibilité aux 1500 €, donc pas d'éligibilité à l'aide de la région. Alors, on va y venir justement, Monsieur Voisin, il va falloir que vous réexpliquiez parce que les gens, les gens ne comprennent pas tout de la région et aucune réponse de l'aide exceptionnelle de l'URSSAF. Je suis auto-entrepreneur thérapeute. Comment faire pour avoir une aide? Alors, deux choses, Monsieur Voisin, de rappeler qu'effectivement, le fonds d'urgence, est-ce qu'il est utilisable en même temps que le PGE ou le fonds de solidarité et sur des auto-entrepreneurs qui ne peuvent pas solliciter le fonds de solidarité, qui ne sont pas dans les critères, est-ce qu'il y a une aide à la région qui est identifiée pour les indépendants? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dispositif régional a été conçu pour être complémentaire. Donc sur la population des petites entreprises, hein, le dispositif de référence, c'est le fonds de solidarité. Hein, les régions y contribuent à la fois financièrement. Hein, d'ailleurs, le montant a été relevé, hein, puisque le fonds était à l'origine d'1 milliard, il a été porté à 4 milliards. La contribution de la région Nouvelle-Aquitaine, qui était de 20 millions, est passée à 40 millions hein, ces derniers jours. Donc on y contribue financièrement et on y contribue en gérant le volet 2, hein, donc le volet soutien de trésorerie. Donc le dispositif propre à la région, hein, que la région administre sur son propre budget, ne prend pas en compte cette population, puisque normalement elle est prise en compte par le Fonds national de solidarité. Alors on a quand même créé, hein, je l'ai indiqué tout à l'heure, alors le dispositif n'est pas totalement opérationnel, il va l'être dans les jours qui viennent, avec le dispositif, avec le réseau des plateformes d'initiative locale, la possibilité d'un prêt, hein, je l'ai indiqué, entre 5 et 15 000 €, donc qui s'adressera aux petites entreprises de moins de 10 salariés, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des entreprises qui passaient entre les mailles du filet. D'accord. Pour les internautes, je vous invite à aller dans l'onglet sondage pour poursuivre les questionnements. Toutes ces informations, Monsieur Voisin, de dispositifs qui nouveaux ou ceux qui sont discutés, la communication que fait la région, c'est quoi? C'est son site internet, c'est les réseaux sociaux? Alors là, c'est le site internet. Hein, vous avez un document d'une quarantaine de pages hein, qui est sorti dans la foulée de la réunion plénière du Conseil régional qui s'est tenue vendredi dernier, hein, au cours duquel ont été adoptés tous ces dispositifs d'urgence. Donc il y a un document de communication qui est très bien fait. Il y a une première partie qui est très didactique et une deuxième partie où vous avez tous les détails des règlements qui ont été adoptés. Donc ça, vous le trouvez sur le site de la région. Hein, c'est pas le portail entreprise. Vous allez sur Région Nouvelle-Aquitaine. Vous allez tomber sur un onglet les mesures de soutien de la région et là vous avez un document PDF d'une 50aine de pages qui, je trouve personnellement, est assez didactique. Oui, nous l'avons mis il est dans le lien est dans le chat justement pour que les gens puissent le récupérer.
J'avais repéré une question pour Madame Dupré. Voilà. Sur quelle base est calculée donc l'aide CPSTI? Comment savoir ce à quoi on peut prétendre? Alors, c'est simple, c'est 2018 pour ceux qui ne sont pas micro-entrepreneurs et pour ceux qui sont auto-entrepreneurs, c'est 20% de la cotisation payée en 2018. Alors, si vous voulez précisément, vous allez sur mon compte pour les non-micro-entrepreneurs et vous regardez cotisation 2018 et vous aurez le chiffre. Sinon, il faut attendre le 27. Et donc, un peu dans le même esprit, sur la demande d'aide TNS URSSAF, on demande le revenu de 2019 lorsque les bilans au 31/12/2019 ne sont pas faits. À quoi correspond ce revenu 2019? Donc, c'est quoi? C'est du déclaratif? Alors, c'est ce que je suis en train de voir. Oui, faites du déclaratif. Bon, a priori, normalement, ils sont renseignables depuis avril, donc vos comptables sont en train de les calculer. Faites un estimate. Merci. Oui, allez-y. En PACA, on a reçu 30 000 demandes. Alors, il y a quoi? Il y a 2 personnes qui sont chez eux et qui ouvrent les mails, qui impriment et qui essayent de répondre. Vous voyez, c'est débile. Donc, fait ce qu'on peut. Je me demande si il faudrait qu'on renvoie un nom à tout le monde en disant ceux qui n'ont pas le fonds de solidarité, refaites une demande parce qu'on ne va pas y arriver, quoi. On est obligé de regarder chaque dossier pour savoir s'ils sont éligibles ou pas. Parce que, en fait, l'aide, on l'a mis en place quand M. Darmanin a dit qu'il fallait avoir une baisse de 50%. Il y avait droit au fonds de solidarité. Tous ceux qui avaient fermé le 15, ils avaient déjà fait 50% de leur chiffre. On a mis en place cette aide, tout le monde s'est engouffré pour la demander. Mais maintenant que M. Darmanin il a complètement détendu son offre, la plupart y ont droit. Et nous, on se retrouve encombrés. Alors, je suis vraiment désolée pour tous ceux qui n'ont rien. Ils sont noyés parmi ceux qui ont quelque chose. Alors, moi, je ne sais plus quoi faire, mais je peux vous dire qu'on fait le maximum. Voilà. Peut-être Frédéric, je voulais apporter sur le fonds de solidarité. Donc, j'ai indiqué qu'un décret était sorti hier pour modifier quelques règles. Il y en a une qui est importante, qui vient corriger une forme de dysfonctionnement. C'est que, en fait, la base de référence dans la première version, c'était le mois de mars 2019. Bon. Et pour des raisons diverses ou variées, peut-être que le mois de mars 2019 n'était pas représentatif. Donc en fait, ça a été corrigé par le décret qui est sorti hier. Ça peut être soit le mois de mars 2019, soit la moyenne mensuelle de 2019, ce qui permet d'avoir quelque chose de mieux lissé en fait. Ça permet surtout aux gens qui ont ouvert après le mois de mars 2019, qui du coup ne pouvaient pas. On fait 0% de chiffre d'affaires en mars 2019 au motif que l'entreprise n'est pas créée. Ne peut pas faire moins 50. Donc, alors, ce cas de figure était prévu, puisqu'on prenait justement déjà la moyenne des mois depuis la création. Mais du coup, ça a été étendu, cette modalité de calcul, y compris pour les entreprises qui existaient déjà en mars 2019. Parce que ça peut donner effectivement un résultat, ça peut donner une base différente. En fait. Voilà, on avait des entreprises qui avaient des saisonnalités. Donc, en fait, à la demande de la Fédération des micro-entrepreneurs, ils ont préféré laisser en effet ouvrir équitable. Je reprends une question aussi sur le fonds de solidarité. Je pense que Mme Dupré, vous pourrez y répondre. Si l'aide du fonds de solidarité de 1 500 € est prolongée chaque mois de confinement, le mois où le confinement sera arrêté, faudra-t-il mettre de côté de la trésorerie, si on en a? Et est-ce que les cotisations URSSAF seront-elles également gelées, reportées, supprimées? Est-ce que vous avez des informations justement? Les indépendants, déjà, l'échéance du 5 mai ne sera pas appelée. Donc, ça, c'est déjà une certitude. Pour le 20 mai, on ne sait pas encore. C'est une cotisation importante puisqu'il y a des trimestriels qui ont lieu au mois de mai. Donc, ça veut dire que c'est les revenus qui ont eu lieu les 3 mois précédemment, avant le confinement. Donc, la difficulté, c'est que, évidemment, en septembre, s'il faut payer 2 trimestres, ça risque d'être compliqué. Pour le régime général, là, par contre, on ne sait pas. C'est vrai que ce sera plus facile pour eux de prendre en charge les cotisations régime général dans lesquelles les DSN sont marqués à 0, puisqu'ils pourront également pour les entreprises le montant. Mais tout ça, je pense que c'est très compliqué. Je pense que de toute façon, tout le monde doit faire des économies, mettre de l'argent de côté à meilleure fortune. Des questions sont passées plusieurs fois dans l'onglet sur le statut du chef d'entreprise.
c'est-à-dire notamment des mandataires sociaux qui sont assimilés salariés, qui aujourd'hui ne disposent… Voilà. Donc ça, vous confirmez qu'effectivement, aucune… S'ils ont le malheur de faire qu'un million de chiffre d'affaires, c'est une catastrophe. Ils n'ont pas le chômage partiel, ils n'ont pas les aides du CPSTI, ils ont des indemnités journalières, mais pour un homme, être enceinte, c'est pas toujours facile, et être en mauvaise santé, ben, il ne faut pas le souhaiter non plus. Donc, on est en train de travailler la CPME avec la Carrefour, parce qu'ils ont des fonds d'action sociale, et à eux qui payent la retraite. Un vrai trou dans la raquette pour ces gens-là. On n'en parle pas. Ils sont de plus en plus nombreux, puisqu'avec la taxation des dividendes des gérants de SARL, beaucoup sont tournés vers les SAS, au détriment d'une couverture sociale. Et dans ces situations-là, c'est là qu'on s'aperçoit qu'elle est nécessaire. Côté région, M. Voisin, est-ce que c'est des sujets que vous avez évoqués, justement, ce trou dans la raquette des chefs d'entreprise qui ont ce statut? Non, clairement non. Donc, pas de dispositif particulier en préparation ou… On va expliquer à M. Voisin que les présidents de SAS ou les gérants minoritaires de SARL cotisent comme un salarié, mais n'ont pas le droit de cotiser au chômage. Et donc, à ce titre, ils n'ont pas de chômage partiel. Et comme ce ne sont pas des indépendants, comme donc fragiles, puisque voilà, ils sont au régime général, eh bien, nous, on ne peut pas les couvrir non plus. Donc, en plus, ces gens-là, quand ils payent leur charge sociale, ils n'ont pas d'exonération Fillon. Donc, ils payent le double de cotisation des salariés. Dans les allègements de charges, ils n'y ont pas droit. Donc, ils sont vraiment en difficulté, ces gens-là. D'accord. Alors, on va faire deux dernières questions. Alors, une pour M. Dupuis. Vous nous entendez bien, M. Dupuis? Je vous entends toujours très bien, oui. Alors, PGE, mon banquier me refuse le prêt malgré la garantie de l'État. Sur quoi porte la garantie de l'État? C'est effectivement important de rappeler c'est quoi la garantie de l'État en fait et sur quoi elle porte. La garantie de l'État, c'est une garantie qui va être mise en œuvre en cas de défaillance de l'entreprise, donc en cas d'impossibilité pour l'entreprise de rembourser son crédit. C'est important peut-être pour que vous compreniez aussi l'attitude des banquiers, c'est que c'est pas une garantie à première demande. C'est-à-dire que globalement, si l'entreprise est défaillante, pour X raisons, on actionnera tous les leviers pour essayer de se faire rembourser. C'est uniquement quand on aura actionné tous les leviers qu'on pourra se retourner éventuellement vers BPI et l'État pour être remboursé du crédit qu'on aurait octroyé. Donc voilà, ça couvre vraiment ça couvre le risque de non-remboursement. À hauteur de 90%, sachant que 10% en revanche est totalement assumé par la banque. Hein. C'est la grande différence avec le système qui a été mis en place en Allemagne notamment, où la garantie de l'État est à 100%. D'accord. Il n'y avait pas des discussions justement pour que l'État porte sa garantie à 100%? Très clairement, quand le modèle français est sorti avant le modèle allemand, hein, et c'est vrai que la semaine dernière, quand on a vu arriver ce modèle-là, qui est très ambitieux, mais qui est aussi borné en montant, hein, c'est 500 000 euros au maximum. Voilà, c'est pour ça, notamment, je pense qu'on réfléchit beaucoup en France à l'adaptation des premières règles du jeu qui ont été mises en place il y a maintenant 3 semaines. Voilà, oui, ça aurait été une possibilité. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que les banques allemandes donnent les crédits sans rien regarder. Hein. Là, le fait qu'on ait 10% d'engagement direct de la banque et 90% par l'État, ça permet d'avoir un regard responsable et toujours un bon niveau de conseil vers le chef d'entreprise. Voilà. Et notamment, ce que je disais tout à l'heure, la question importante qui va se reposer un jour, que ce soit dans 12 mois ou dans 5 ans, est-ce que j'ai les moyens à peu près probables de rembourser ce crédit? Merci. Et alors, une dernière question qui pourra être partagée, je pense, entre Mme Dupré et M. Voisin. Bonjour, j'ai créé ma société début 2020, au mois de février, le 3 exactement. J'ai commencé le travail au mois de mars avec 3 salariés, y compris mon mari. Est-ce que je bénéficie de l'aide de la région ou pas? Le fonds de solidarité, voilà. Est-ce que le CPSTI, est-ce qu'il y a des choses? C'est la catastrophe pour ce genre. C'est vraiment dramatique. Ce sont des gens qui ont beaucoup plus de charges que les autres, qui ont des emprunts, qui n'ont plus de trésorerie,
qui ont fondé tous leurs espoirs dans la société et on s'aperçoit que autour d'eux, que plus personne ne se pour avoir peur de leur prêter, on leur demande des chiffres d'affaires, des trucs qu'ils n'ont pas. C'est vrai que la région, nous, on va essayer au Fonds d'action sociale de prendre en charge ces personnes-là, mais c'est vrai que la région, il faudrait vraiment passer quelque chose pour eux parce que la situation est vraiment dramatique. J'aurais une précision à dire après, avant qu'on se termine, parce que c'est important aussi tout à l'heure hein, sur les cotisations sociales des indépendants. Mais enchaînez, parce qu'après, vous allez perdre votre idée. Et Monsieur Voisin, justement, pourra peut-être intervenir sur cette dernière question. Le problème qui se passe, c'est qu'en ce qui concerne les cotisations de l'URSSAF, sur les salariés, bon, ceux qui vont faire faillite, parce qu'il va y en avoir, ils seront en procédure collective et le Fonds de garantie des salaires va prendre en charge les salaires non payés et les charges sociales de l'URSSAF qui n'auront pas été payées précédemment si elles ne sont pas exonérées. En ce qui concerne les cotisations des indépendants, quand on fait faillite, après la faillite, les cotisations ne sont pas prises en charge dans la procédure collective. Huissier, pour prendre votre maison, votre voiture, si vous n'avez pas payé vos cotisations sociales indépendantes. Donc, attention aux facilités de trésorerie que peuvent offrir l'URSSAF des indépendants. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une prise en charge à ce jour. Et le pire, c'est que si vous profitez de cet argent pour payer des loyers, des fournisseurs ou vos salariés, après la faillite, c'est vous qui devrez le payer sur vos petits sous qui restera. Vigilance à tous. Merci. Monsieur Voisin, sur cette question justement de jeunes, enfin de nouveaux entrepreneurs, est-ce que la région est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? Alors, le fonds de solidarité s'applique pour des entreprises qui ont été créées avant le 1er février. Donc, je pense parce qu'il faut effectivement une période de minimum de référence pour calculer la perte d'activité. Il va falloir qu'on se penche sur la question par rapport au dispositif qui va être géré par les plateformes d'initiative locale. C'est une population qui souvent ont été accompagnées par ces structures, puisque je disais que leur activité habituelle, c'est plutôt l'accompagnement à la création ou à la reprise. Donc c'est une population qu'elles connaissent bien, les petites entreprises de commerce, de services en création. Donc il va falloir qu'on regarde ça sous cette angle. Aussi qui ont des industries, en fait la création d'entreprises, elle était très dynamique avant cette crise. On a battu des records de création d'entreprises en 2019. Donc vous avez tout type de chefs d'entreprise complètement esselés et qui vont se retrouver sur le carreau. Je vous assure que c'est grave. Donc sur les questions justement, parce que malheureusement on ne peut pas répondre à toutes les questions et puis des fois on a des variantes de questions et c'est la raison pour laquelle on a affiné le sondage pour connaître aussi votre territoire et la taille de vos organisations. Je peux par exemple vous indiquer que sur ce webinaire où nous étions donc un peu plus de 300, il y a 53% d'entreprises de moins de 5 salariés. Donc on est vraiment sur de la TPE et sur le territoire. Donc on a 42% d'entreprises qui sont sur la Gironde. Et ensuite, ça se répartit bien sur tous les territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Nous allons essayer de mettre en place un dispositif pour répondre à vos questions, pour vous faire passer les réponses. Donc déjà, nos animateurs sont favorables à répondre donc à quelques questions. Donc on va organiser ça dans les prochains jours pour revenir vers vous avec des réponses plus précises. Pour ce sujet, Monsieur Voisin, sur les deux sujets, donc du chef d'entreprise et puis des jeunes organisations, ça sera intéressant effectivement peut-être que la région ait ça à l'esprit et puisse nous tenir informés s'il y a des choses qui sont en réflexion chez vous. Ok, bon, comme je vous le disais, de toute façon, ces dispositifs, on le voit avec les dispositifs de l'État qui sont en place depuis plusieurs semaines, ils évoluent régulièrement pour s'adapter, puisque au fur et à mesure des situations, on se rend compte effectivement des trous dans la raquette. Donc écoutez, on va regarder ça. En tout cas, merci à nos invités. Merci Madame Dupré de toutes ces précisions pour les indépendants. Sincèrement, merci. Monsieur Voisin également de votre présence, parce que dans cette période, vous êtes fortement sollicité, donc c'est très gentil à vous. On est aussi là pour on est
votre disposition. Il est important que tous ces dispositifs soient bien compris. Ça peut paraître effectivement complexe parce qu'on a aussi un paysage entrepreneurial qui est fait d'une grande diversité de statuts, de tailles. Donc, tout en essayant de faire simple, il y a malgré tout toujours une espèce de forme de complexité. Et puis, comme je l'ai dit, on essaye surtout d'agir chacun à son niveau dans la complémentarité, puisque la puissance publique est composée de différentes strates. Donc on essaye d'être complémentaires les uns des autres, plutôt que d'empiler des dispositifs qui pourraient être plutôt en concurrence. Mais n'hésitez pas à nous solliciter. On a également, donc, comme je l'indiquais, un numéro vert, alors qu'on surchauffe comme beaucoup de standards en ce moment, mais enfin on est en train de le renforcer. Donc toutes les questions les plus précises que vous pouvez avoir, on y répondra bien évidemment. Merci, Monsieur Voisin. Merci, Monsieur Dupuis également, d'avoir trouvé la solution pour nous parler. Merci, désolé pour la connexion. Non, mais on y arrive. Alors, pour le programme du 21 avril prochain, donc nous aurons comme invité la directe parce que de nouvelles questions arrivent sur le chômage partiel et aussi sur les paiements. Alors, même si la SP ne sera pas présente, la directe sera en capacité de nous apporter les réponses et en tout cas, nous en aurons nous aussi. Nous aurons également la fédération bancaire qui sera présente. Nous aurons aussi donc le médiateur du crédit qui sera là et nous aurons donc le président de l'UMI Nouvelle-Aquitaine qui sera également notre invité. Merci à toutes et à tous pour les internautes, vos connexions et puis pour nos invités, votre présence puisque je le rappelle, vous êtes aussi fortement sollicités. Donc merci à vous et donc à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors.